Ainsi, et presque avant qu'il s'en soit rendu compte, le soulèvement s'était accompli, Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits, morts, Nazière, Hélès, et ces couteaux meurtriers dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnelets. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. Ainsi des fouets, et voyant les fouets flamber, les animaux, joyeusement, se prirent à gambader. Boule de Neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on pare la crinière et la queue des chevaux les jours de marché. « Les rubans, déclara-t-il, sont assimilés aux habits, et ceci montre la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. » Entendant ces paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille qu'il portait l'été pour se protéger des mouches, et le flanqua au feu, avec le reste. Bientôt, les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur rappeler Monsieur Jones. Alors Napoléon les ramena à la resserre, et il distribua à chacun double picotin de blé, plus 2 biscuits par chien. Et ensuite, les animaux chantèrent Bête d'Angleterre, du commencement à la fin, 7 fois de suite. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude. Et se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous coururent au pâturage. Puis ils filèrent vers le monticule d'où l'on a vu sur presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin. Oui, il était bien à eux désormais. Tout ce qu'ils avaient sous les yeux leur appartenait. À cette pensée, ils exultaient, ils bondissaient et caracolaient, ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. Et à coups de sabots, ils arrachaient des mottes de terre pour mieux renifler l'humus bien odorant. Puis ils firent l'inspection de la ferme et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard, les labours, les foins, le verger, l'étang, le boqueteau. C'était comme si, de tout le domaine, ils n'avaient rien vu encore. Et même alors, ils pouvaient à peine croire que tout cela était leur propriété. Alors ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme et devant le seuil de la maison firent halte en silence. Oh, certes, elle aussi leur appartenait, mais, intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, cependant, Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte de l'épaule et les animaux les suivirent, un par un, à pas précautionneux, par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce sur la pointe des pieds, c'est à peine s'ils osent chuchoter, et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lits matelassés de plumes, miroirs, divans en crin de cheval, moquettes de Bruxelles, estampes de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Lubie n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elle était restée dans la grande chambre à coucher. Elle s'était emparée d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Madame Jones et s'admirait dans la glace en le tenant contre son épaule et tout le temps avec des poses ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer, et d'un bon coup de sabot, Malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité, selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boule de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. « Camarades, dit Boule de Neige, il est 6h30, et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre, mais il y a une question dont nous avons à décider tout d'abord. » Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des 3 derniers mois dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ceux-ci l'avaient jeté sur un tas d'ordures, et c'est là que les cochons l'avaient récupéré. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire, et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux 5 barreaux.
Là, Boule de Neige, car c'était lui le plus doué pour écrire, fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « Ferme du manoir ». Puis à la place, il calligraphia « Ferme des animaux », car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boule de Neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs 3 mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à 7 commandements. Le moment était venu d'inscrire les 7 commandements sur le mur. Ils constitueraient la loi imprescriptible de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelque mal, vu que, pour un cochon, se tenir en équilibre sur une échelle n'est pas commode. Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Brille-Babil, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture. Et c'est de la sorte que furent promulgués les 7 commandements, en gros caractères blancs, sur le mur goudronné. On pouvait les lire à 30 mètres de là. Voici leur énoncé. 1. Tout 2 pattes est un ennemi. 2. Tout 4 pattes ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est que volatile était devenu volatile et aussi à un S près, formé à l'envers. Boule de Neige donna lecture des 7 commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Et tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête, et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les 7 commandements par cœur. « Et maintenant, camarades, au foin !» s'écria Boule de Neige. « Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le ferait Jones et ses acolytes. » Mais à cet instant, les 3 vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait 24 heures qu'elles n'avaient pas été traites, leur pie était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien, car les pieds des cochons convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis 5 seaux de lait crémeux et mousseux que maints animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ?» Et l'une des poules « Quelquefois Jones en ajoutait à la pâtée. » Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait, camarades, on va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de Neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarades! Le foin vous attend. » Aussi, les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand au soir ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là. Chapitre 3. Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour rentrer le foin. Mais leurs efforts furent récompensés car la récolte fut plus abondante encore qu'ils ne l'auraient cru. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux, et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligeât à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y entendaient à faucher et à rateler mieux que Jones et ses gens leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leur connaissance supérieure, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et Douce s'attelaient tout seuls au râteau ou à la faucheuse, ni mort ni reine n'étant plus nécessaires, bien entendu, et ils arpentaient le champ en long et en large, un cochon à leur trousse. Celui-ci s'écriait « Udia, camarade !» ou « Hola, camarade !» suivant le cas. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et ramasser le foin. Même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules.
et ainsi la fenaison fut achevée 2 jours plus tôt qu'au temps de Jones. Qui plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que la ferme ait jamais connue. Et nul gaspillage, car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brin, et pas un animal n'avait dérobé ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait leurs espérances. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leur effort, car désormais, c'était là leur propre manger, produit par eux et pour eux, et non plus l'aumône, accordée à contre-cœur d'un maître parcimonieux. Une fois délivrés de l'engeance humaine, des bons à rien, des parasites, chacun d'eux reçut en partage une ration plus copieuse. Et, quoiqu'encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Oh, il leur fallut faire face à bien des difficultés. C'est ainsi que, plus tard dans l'année et le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois et, faute d'une batteuse à la ferme, chasser la glume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressource des cochons ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar les tiraient toujours d'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jones pour son cœur à l'ouvrage, pour lors il besognait comme 3. Même, certains jours, tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait, et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille 1 demi-heure avant tous les autres, et devançant l'horaire et le plan de la journée de son propre chef, il se portait volontaire aux tâches d'urgence. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction « Je vais travailler plus dur ». Ce fut là sa devise. Toutefois, chacun œuvrait suivant ses capacités. Ainsi, les poules et les canards récupérèrent 10 boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés çà et là. Et personne qui chaparda, ou qui se plaignit des rations. Les prises de bec, bisbilles, humeurs ombrageuses, jadis monnaie courante, n'étaient plus de mise. Personne ne tirait au flanc. Enfin, presque personne. Lubie, avouons-le, n'était pas bien matineuse et se montrait encline à quitter le travail de bonne heure sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas, ou le soir après le travail fait, comme si de rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnait de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution, il était demeuré le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière lente et têtue, sans jamais renâcler, mais sans zèle inutile non plus. Sur le soulèvement même et ses conséquences, il se gardait de toute opinion. Quand on lui demandait s'il ne trouvait pas son sort meilleur depuis l'éviction de Jones, il s'en tenait à dire « Les ânes ont la vie dure. Aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne. » Et de cette réponse sibylline, on devait se satisfaire. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner 1 heure plus tard que d'habitude. Puis c'était une cérémonie renouvelée sans faute chaque semaine. D'abord on hissait les couleurs. Boule de Neige s'était procuré à la sellerie un vieux tapis de table de couleur verte, qui avait appartenu à Madame Jones, et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matins, le pavillon était hissé au mât. Le vert du drapeau, expliquait Boule de Neige, représente les verts pâturages d'Angleterre. La corne et le sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange. Là se tenait une assemblée qui était l'assemblée générale, mais qu'on appelait l'assemblée. On y établissait le plan de travail de la semaine, et on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours. Car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, le plus clair des débats était l'affaire de Boule de Neige et Napoléon. Il est toutefois à remarquer qu'ils n'étaient jamais d'accord. Quel que fût l'avis de l'un,
on savait que l'autre y ferait pièce. Même une fois décidé, et personne ne pouvait s'élever contre la chose elle-même, d'aménager en maison de repos le petit enclos attenant au verger, un débat orageux s'ensuivit. Quel est, pour chaque catégorie d'animaux, l'âge légitime de la retraite? L'assemblée prenait toujours fin aux accents de bêtes d'Angleterre, et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la sellerie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers, les techniques du maréchal Ferrand ou celles du menuisier, par exemple, à l'aide de livres ramenés de la ferme. Boule de Neige se préoccupait aussi de répartir les animaux en commissions, et sur ce terrain, il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes, pour les vaches la ligue des queues de vaches propres, pour les réfractaires la commission de rééducation des camarades vivant en liberté dans la nature, avec pour but d'apprivoiser les rats et les lapins, et pour les moutons, le mouvement de la laine immaculée et encore d'autres instruments de prophylaxie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ces projets connurent l'échec. C'est ainsi que la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages avorta presque tout de suite. Car ils ne changèrent pas de conduite et ils mirent à profit toute velléité généreuse à leur égard. La chatte fut de bonne heure partie de la commission de rééducation et pendant quelques jours y montra de la résolution. Même une fois, on la vit assise sur le toit, parlementant avec des moineaux hors d'atteinte. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussi tout moineau pouvait se percher sur elle, même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux 7 commandements. Edmé, la chèvre, s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture de fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, disait-il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce apprit toutes ses lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D, puis il les fixait des yeux, et, les oreilles rabattues et de temps à autre repoussant la mèche qui lui barrait le front, il faisait grand effort pour se rappeler quelle lettre venait après, mais sans jamais y parvenir. Bel et bien, à différentes reprises, il retint E, F, G, H, mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux 4 premières lettres, et il les écrivait 1 ou 2 fois dans la journée pour se rafraîchir la mémoire. Luby refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les 5 lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement, avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou 2, et avec admiration en faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les 7 commandements. Après mûre réflexion, Boule de Neige signifia que les 7 commandements pouvaient, après tout, se ramener à une maxime unique, à savoir 4 pattes oui, 2 pattes non. En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. Tout d'abord, les oiseaux se rebiffèrent, se disant qu'eux aussi sont des 2 pattes, mais Boule de Neige leur prouva leur erreur, disant « Les ailes de l'oiseau, camarades, étant des organes de propulsion, non de manipulation, doivent être regardées comme des pattes. Ça va de soi. Et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule, la main de malignité. » Les oiseaux restèrent quoi devant les mots compliqués de Boule de Neige, mais ils approuvèrent sa conclusion, et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime « 4 pattes oui, 2 pattes non », que l'on inscrivit sur le mur du fond de la grange, au-dessus des 7 commandements et en plus gros caractères. Une fois qu'ils l'assurent sans se tromper, les moutons s'en éprirent, et c'est souvent que, couchés dans les champs, ils bêlaient en chœur « 4 pattes oui, 2 pattes non », et ainsi des heures durant, sans se lasser jamais.
Napoléon ne portait aucun intérêt aux commissions de boules de neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire pour les animaux déjà d'âge mûr. Or, sur ces entrefaites, les 2 chiennes, Constance et Fleur, mirent bas, peu après la fenaison, donnant naissance à 9 chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on n'accédait que par une échelle de la sellerie, et les y séquestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour, le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir, et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la sellerie au bénéfice des porcs. On entendit bien murmurer certains animaux, mais ce fut en vain. Tous les cochons étaient, sur ce point, entièrement d'accord, y compris Napoléon et Boule de Neige. Et Bricbabille fut chargé des explications nécessaires. « Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi, camarades, que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir? Jones reviendrait? Oui, Jones! Assurément, camarades! S'exclama Bricbabille sur un ton presque suppliant, et il se balançait de côté et d'autre, fouettant l'air de sa queue. Assurément, il n'y en a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jones. S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, ils n'avaient rien à redire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Aussi, fut-il admis sans plus de discussion que le lait et les pommes tombées dans l'herbe, ainsi que celles, la plus grande partie, à mûrir encore, seraient prérogatives des cochons. Chapitre 4. À la fin de l'été, la nouvelle des événements avait gagné la moitié du pays. Chaque jour, Napoléon et Boule de Neige dépêchaient des volées de pigeons voyageurs avec pour mission de se mêler aux autres animaux des fermes voisines. Ils leur faisaient le récit du soulèvement, leur apprenaient l'air de bêtes d'Angleterre. Pendant la plus grande partie de ce temps, M. Jones se tenait à Willingdon, assis à la buvette du Lion Rouge, se plaignant à qui voulait l'entendre de la monstrueuse injustice dont il avait été victime quand l'avait exproprié une bande d'animaux de vrais propres à rien. Les autres fermiers, compatissants en principe, lui furent tout d'abord de médiocres secours. Au fond d'eux-mêmes, ils se demandaient s'ils ne pourraient pas tirer profit de la mésaventure de Jones. Par chance, les propriétaires des 2 fermes attenantes à la sienne étaient en mauvais termes et toujours à se chamailler. L'une d'elles, Foxwood, était une vaste exploitation mal tenue et vieux jeu, pâturage chétif, haies à l'abandon, alliés envahissants. Quant au propriétaire, un monsieur Pilkington, gentleman farmer qui donnait la plus grande partie de son temps à la chasse ou à la pêche, suivant la saison. L'autre ferme, Pinchfield, plus petite mais mieux entretenue, appartenait à un monsieur Frédéric, homme décidé et retors, toujours en procès, et connu pour sa dureté en affaires. Les 2 propriétaires se détestaient au point qu'il leur était malaisé de s'entendre, fût-ce dans leur intérêt commun. Ils n'en étaient pas moins épouvantés l'un comme l'autre par le soulèvement des animaux et très soucieux d'empêcher leurs propres animaux d'en apprendre trop à ce sujet. Tout d'abord, ils affectèrent de rire à l'idée de fermes gérées par les animaux eux-mêmes. « Quelque chose d'aussi extravagant, on en verra la fin en une quinzaine, » disaient-ils. Ils firent courir le bruit qu'à la ferme du manoir,
que pour rien au monde il n'aurait appelé la ferme des animaux, les bêtes ne cessaient de s'entrebattre, et bientôt seraient acculées à la famine. Mais du temps passa, et les animaux, à l'évidence, ne mouraient pas de faim. Alors Frederick et Pilkington durent changer de refrain. Cette exploitation n'était que scandale et atrocité. Les animaux se livraient au cannibalisme, se torturaient entre eux avec des fers à cheval chauffés à blanc, et ils avaient mis en commun les femelles. « Voilà où cela mène !» disaient Frederick et Pilkington. « De se révolter contre les lois de la nature !» Malgré tout, on n'ajouta jamais vraiment foi à ces récits. Une rumeur gagnait même, vague, floue et captieuse, d'une ferme magnifique, dont les humains avaient été éjectés et où les animaux se gouvernaient eux-mêmes. Et au fil des mois, une vague d'insubordination déferla dans les campagnes. Des taureaux jusque-là dociles étaient pris de fureur noire. Les moutons abattaient les haies pour mieux dévorer le trèfle. Les vaches ruaient, renversant les seaux. Les chevaux se dérobaient devant l'obstacle, culbutant les cavaliers. Mais surtout, l'air et jusqu'aux paroles de bêtes d'Angleterre gagnaient partout du terrain. L'hymne révolutionnaire s'était répandu avec une rapidité stupéfiante. L'entendant, les humains ne dominaient plus leur fureur, tout en prétendant qu'ils le trouvaient ridicule sans plus. Il leur échappait, disait-il, que même des animaux puissent s'abaisser à d'aussi viles bêtises. Tout animal surpris à chanter bête d'Angleterre se voyait sur le champ donner la bastonnade. Et pourtant, l'hymne gagnait toujours du terrain, irrésistible. Les merles le sifflaient dans les haies, les pigeons le roucoulaient dans les ormes, il se mêlait au tapage du maréchal Ferrand comme à la mélodie des cloches. Et les humains, à son écoute, en leur fort intérieur, tremblaient comme à l'annonce d'une prophétie funeste. Au début d'octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, un vol de pigeons vint tourbillonner dans les airs, puis, dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. Jones et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de main de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture aux 5 barreaux et gagné la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins, sauf Jones, qui allait en tête, fusil en main. Sans nul doute, ils entendaient reprendre